Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité de ce soir, la visite officielle du président Andjradjoelem à Luanda en Angola a été fructueuse. Cet accord de coopération défini dans l'accord cadre de coopération ont été signés aujourd'hui au palais du gouvernement angolais. Une commission composée des membres de délégations angolaises et malgaches sera mise en place pour réaliser ces accords de coopération. Sur place, Natera Koutoumaf et Eras Louformanen pour plus de détails. La signature de l'accord effectué par les deux ministres des Affaires étrangères est la première étape vers un accord de coopération entre l'Angola et Madagascar. Un accord de coopération qui comprend 7 points et marque le début officiel des relations entre les deux pays. L'un des secteurs identifiés dans l'accord est le secteur de l'énergie et des mines, qui est un secteur qui a fait le succès de l'Angola en termes de développement et qui peut servir d'exemple pour Madagascar. La cérémonie de signature a eu lieu aujourd'hui au palais du gouvernement Impressao National en Angola, en présence des deux présidents. En tant que premier président malgache à effectuer une visite d'État en Angola, il a été reçu lors d'une cérémonie d'État par la nation angolaise, précédée d'une passage en revue de l'armée. La visite officielle du président de la République de Madagascar en Angola prouve également la détermination de Madagascar à promouvoir les relations entre les pays africains, une relation qui commence par la coopération avec le sud de l'Afrique. Le président Andjradjoelem est prêt à aller de l'avant pour le développement commun de l'Afrique. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire car c'est pour la première fois qu'un président de la République de Madagascar effectue une visite d'État en terre angolaise. Monsieur le Président, aujourd'hui, les échanges que nous avons pu faire ont permis de tracer une nouvelle voie pour nos relations. Et la signature des accords que nous allons effectuer viendront renforcer davantage notre engagement mutuel et notre coopération au bénéfice de nos peuples. Cela renforcera les liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre nos deux peuples. La réception officielle en Angola a été suivie d'une conférence de presse. Par la suite, le président Andjradjoelem s'est rendu à l'Assemblée nationale pour rencontrer les parlementaires. Ils ont également tenu une réunion spéciale en l'honneur du président Andjradjoelem, qui a été pendant 2 jours l'invité d'honneur de la nation angolaise. Et la présence du président de la République de Madagascar au Parlement angolais témoigne les relations historiques et fraternelles entre Madagascar et l'Angola. Les parlementaires ont accueilli le président Andjradjoelem. Ce dernier s'est dit satisfait de cette réunion. Toujours un reportage de Natera Koutoumaf et de Eras Louformanen. L'Assemblée nationale angolaise, composée de 220 députés, a accueilli cet après-midi le président malgache Andjradjoelem lors de sa visite officielle en Angola. Il est le premier président malgache à prendre la parole devant un parlement. La stabilité du gouvernement, à travers l'Assemblée nationale, garantit le développement d'un pays. C'est ce qui prévaut en Angola et c'est également ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale malagasy. Le Parlement est un lieu où l'on discute d'idées pour le développement du pays. Ainsi, l'Assemblée nationale angolaise a un rôle important à jouer dans le développement. Les parlementaires ont rendu hommage au président malgache. Cette rencontre avec le président malgache a permis à ces parlementaires de lui présenter la culture angolaise et de l'informer sur l'histoire de ce palais d'État, l'un des plus grands d'Afrique. L'Assemblée nationale angolaise accorde de l'importance au genre et à la jeunesse. Ainsi, sur les 220 parlementaires, 100 sont des femmes. Par ailleurs, ces parlementaires ont entre 30 et 45 ans. Le président Andjradjoelem a commencé sa visite officielle à Luanda ce jour par un dépôt de gerbes au mausolée où est enterré le premier président angolais Agostinho Neto.
Éducation à présent, l'intégralité du budget pour le paiement des bourses des étudiants est déjà entre les mains des universités, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim. Toutefois, il est nécessaire de vérifier la liste des étudiants qui devraient en bénéficier. Le ministre a indiqué que cette liste sera publiée la semaine prochaine et sera suivie la distribution. Les réclamations de bourses faites par certains étudiants ruinent la réputation du monde de l'enseignement supérieur à Madagascar, se désole le ministre par intérim, le professeur Avuka Chafidinyav. Selon lui, le ministère a discuté à plusieurs reprises avec les différentes organisations estudiantines concernant leurs demandes, que ce soit leurs bourses ou les infrastructures telles que l'électricité, l'eau et l'assainissement. Concernant la bourse, le ministre a déclaré que le budget pour cette année a été envoyé dans son intégralité auprès des universités, mais la liste devrait être vérifiée avant de procéder au paiement. Le ministre a rassuré que cette liste sera publiée la semaine prochaine et les bourses du deuxième trimestre seront de suite payées après cela. D'autre part, le ministre a déclaré que les étudiants sont libres d'exprimer et de revendiquer, mais les excès et les troubles ne sont pas acceptables. Des mesures seront prises à l'encontre des fauteurs de troubles, selon lui. La deuxième demande des étudiants concerne les infrastructures. Le ministre par intérim de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a expliqué que les marchés publics doivent respecter une procédure. Et la manière dont Madagascar participera aux 3 conventions de Rio sera révisée. Madagascar se présentera comme un pays porteur de solutions, a déclaré le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Et la participation de ceux qui composeront la délégation se concentrera sur la recherche des solutions tangibles et ciblées. Le Conseil des ministres a déjà approuvé les réformes apportées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en mai dernier. Un reportage de Mervoulat Sferen et Bras de Nilsson. Madagascar fait partie des pays qui ont ratifié l'accord international conclu après le sommet de Rio de Janeiro en 1992, appelé Accord de Rio. Elle regroupe les 3 plus hautes assemblées décisionnelles ou conférences des parties, aussi communément appelées COP, concernant la protection de la nature, la lutte contre le changement climatique et le progrès du pays. Cette année, la 29e conférence sur le changement climatique a lieu à Bakou, Azerbaïdjan, la COP habituelle, mais il y a aussi la 16e COP sur la biodiversité qui s'est tenue à Cali, Colombie, et la 16e édition du COP sur les armes qui seront tenues à Riyad, Arabie Saoudite. Une nouvelle stratégie a été mise en place par le ministère de l'Environnement et du Développement durable cette année. Des réformes ont également été mises en place et été approuvées par le Conseil des ministres pour qu'il y ait des résultats tangibles. Le ministre de l'Environnement, Max Fontaine, a souligné que les délégations apporteront la voix de Madagascar. Cette réunion de 2 jours qui se tient à Mbatoubé est la 4e réunion nationale de préparation à la participation de Madagascar aux 3 conférences environnementales en 2024. Cela a été fait pour que tous les acteurs aient le même point de vue afin d'aboutir à des résultats concrets et positifs pour l'amélioration de la gestion environnementale à Madagascar. Et puis la semaine dernière, l'équipe des douanes, dirigée par le directeur général, s'est rendue dans le nord-ouest de Madagascar pour inspecter et surveiller la côte. L'objectif est de renforcer la lutte contre la contrebande des ressources naturelles. Les détails. L'une des responsabilités des douanes est de surveiller la côte malgache qui s'étend sur 5400 km. Il existe déjà des plans mis en place pour pouvoir le protéger, qui comprennent la mise en place d'un système de renseignement, l'utilisation de bateaux patrouilles, ainsi que la mise en place d'une cartographie des risques afin d'identifier les endroits où les criminels qui font de la contrebande des ressources nationales telles que les animaux, les plantes, les minéraux, voire même les drogues, opèrent. De ce fait, le directeur général des douanes et le personnel de l'Agence de contrôle des frontières et de la lutte contre la contrebande se sont rendus la semaine dernière dans la région du nord de Madagascar pour constater la situation et afin d'établir une stratégie en vue d'obtenir des résultats durables.
Cette descente se poursuivra le long des côtes de l'extrémité sud jusqu'à la partie est. Et toujours dans ce contexte, les touristes sont intéressés par la réserve d'Analalavs Full Point en cette période de vacances. Elle renferme plus de 300 espèces de plantes, dont 12 sont endémiques. Il existe également plus de 110 espèces d'animaux dans cette zone protégée. La réserve d'Analalavs est une zone protégée située sur la côte est de Madagascar, à 6 km de la ville de Mahaveln, Full Point. Elle a une superficie de 229 000 hectares, contenant plus de 300 espèces de plantes, dont 12 sont endémiques. Il existe également plus de 110 espèces d'animaux, dont 5 sont des lémuriens endémiques de Madagascar. En 2023, 440 visiteurs y sont venus. Au début de l'année 2024, jusqu'à fin juin, le nombre de touristes était de 226. On trouve également un hôtel et un restaurant dans la réserve qui d'habitude est visité par les Malagasy. Dans un tout autre sujet, les violences intrafamiliales prennent de l'ampleur ces derniers temps, qu'elles soient psychologiques, sexuelles ou physiques. Dans certains cas, elles occasionnent des pertes de vie. Chaque citoyen devrait faire une introspection afin de ne pas se laisser entraîner par les violences au sein de la société, selon un sociologue et un citoyen que nos journalistes ont rencontrés. Les détails. Sa belle-mère, commanditaire de son meurtre. La belle-mère de Rabé Arsan Ifalina Benissa aurait demandé à sa bonne, son mari et un autre homme de la tuer à Antanet Beaderouk le 5 juillet. Affaire Mia, joueur d'échecs, un jeune homme qui ne voulait pas assumer la responsabilité d'être père l'a tué. Ce sont des phénomènes sociaux terrifiants qui prennent de l'ampleur actuellement à Madagascar. Il y a aussi des parents qui tuent leurs enfants ou l'inverse. De nombreuses raisons conduisent les gens à cette situation, a déclaré un étudiant-chercheur. La pauvreté et la jalousie, entre autres. La consommation de drogue, la mondialisation et surtout l'utilisation d'Internet poussent également les gens à tuer, car ils appliquent ce qu'ils voient, explique un sociologue. D'après les statistiques émises par la police nationale, ces 6 derniers mois, 412 cas de viol physique ont été enregistrés, dont 26 meurtres, 506 cas de violences sexuelles et 401 cas de violences psychologiques. Le rôle de la société est primordial pour lutter contre ces crimes. Il est essentiel de renforcer les systèmes de soutien et d'inciter les victimes à s'exprimer. La prévention et l'éducation sont des outils clés pour protéger les plus vulnérables et prévenir ces tragédies. Les victimes de violences ou leurs proches sont également encouragés à dénoncer. Il existe de nombreux centres dédiés à cela, dont le centre dédié à la VBG à Mamassen ou encore le centre Wundt. Une personne a été arrêtée par les gendarmes de la section criminelle de Fiadanen pour faux et escroquerie. Cette personne a escroqué 12 personnes en leur demandant à chacune 1 400 000 ariars en échange de leur prétendu recrutement comme agent de surface au sein du ministère des Travaux publics. Un poste qui n'existe même pas selon le ministère. Il y a eu un cas de fraude, de falsification et usurpation de fonction au ministère des Travaux publics. Une personne, n'étant même pas agent du ministère, a prétendu pouvoir faire entrer des personnes en tant qu'agent de surface au sein de ce ministère, moyennant le paiement de la somme de 1 400 000 ariars. 12 personnes ont déjà été escroquées. Il a donc déjà reçu au total 16 800 000 ariars. Par conséquent, le ministère des Travaux publics a déposé une plainte à son encontre auprès de la gendarmerie de Fiadanen. Le ministère des Travaux publics confirme qu'il existe de nombreuses conditions définies par la loi sur la fonction publique pour le recrutement des travailleurs au sein du ministère des Travaux publics. L'un d'eux est l'annonce sur médias des recrutements. Après son déferment, cet homme a été placé sous mandat de dépôt à Antanmour en attendant son procès le 7 août prochain.
Et puis Nousbé Elville réunit les conditions pour être un lieu où se déroule la traite des êtres humains, notamment à travers les cas de mariage forcé ou précoce de filles mineures. C'est la raison pour laquelle Nousbé a été choisi pour la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains le 30 juillet dernier. Un événement organisé avec la collaboration avec le Bureau national de la lutte contre la traite des êtres humains, les Nations Unies et 7 ministères concernés. Oubra Samanan. Nosy-Be, célèbre destination touristique de Madagascar, fait face à une crise humanitaire alarmante qui est la traite des êtres humains. Ce phénomène prend diverses formes, notamment le mariage forcé ou précoce de filles mineures et l'exploitation sexuelle dans le secteur du tourisme. L'exploitation sexuelle des filles, qui est un problème récurrent à Nosy-Be Elville, exacerbé par l'attrait touristique de la région. En 2014, 48 000 vidéos pornographiques impliquant des enfants avaient déjà été recensées. Et en 2023, les statistiques publiées par le département de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale révèlent que ce chiffre a triplé par rapport à il y a 10 ans. C'est la raison pour laquelle Nosy-Be a été choisi pour célébrer la Journée mondiale des traites des êtres humains. Cet événement a été marqué par de nombreuses activités organisées en collaboration avec le Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains, les Nations Unies et 7 ministères concernés. Ces actions visent à informer et motiver la population locale sur les mesures à prendre pour prévenir et combattre la traite des êtres humains. La traite des êtres humains à Nosy-Be est alimentée par la fraude, l'escroquerie, la violence et la corruption. Ces pratiques sont couramment observées dans le domaine du travail à Madagascar, où des abus et des embauches illégales sont fréquents. Ainsi, les autorités s'efforcent de mettre en place des stratégies efficaces pour instaurer la justice sur le lieu de travail et poursuivre les auteurs de ces crimes, selon les informations. Par ailleurs, la lutte contre le travail des enfants constitue également une priorité. Le soutien des Nations Unies, à travers l'ONUDEC et l'OIT, est crucial pour la mise en œuvre de ces stratégies efficaces. Les 7 ministères impliqués, pour leur part, collaborent activement pour développer et appliquer ces stratégies. Dans les actualités internationales inconnues du grand public, Ismail Haniyeh était en première ligne pour négocier avec les médiateurs pour un cessez-le-feu à Gaza. Qui va prendre la tête du bureau politique du Hamas? Les regards sont tournés vers Khalil Al-Aya, le numéro 2, Khaled Meshal et Moussa Abou Marzouk. France 24. Bien qu'inconnu du grand public, c'est lui qui, depuis le 7 octobre, est en première ligne pour négocier avec les Égyptiens, les Qataris et les Américains. Et ce mercredi, Khalil Al-Aya est le premier au sein du Hamas à prendre publiquement la parole après l'assassinat d'Ismail Haniyeh. Il s'agit d'un crime commis sur un invité de la République islamique. Son auteur, l'occupation israélienne, doit en payer le prix. Alors Khalil Al-Aya va-t-il prendre la tête du bureau politique ? Jusqu'à présent, il était l'éternel numéro 2. Il n'en reste pas moins un membre de la première heure de la branche politique du Hamas. Né dans la bande de Gaza en 1960, il rencontre 20 ans plus tard le cher Yassine, celui qui fondera en 1987 le mouvement de la résistance islamique palestinienne. Il devient alors au fil des années une sorte de chef de la diplomatie du Hamas. C'est lui qui, par exemple, en octobre 2022, s'est rendu à Damas pour acter la réconciliation avec le régime syrien. Très apprécié de Téhéran, Khalil Al-Aya est aussi un proche de Yahya Sinwar, le tout-puissant chef du Hamas dans la bande de Gaza. Il a d'ailleurs perdu 2 fils. Lui-même a passé 3 ans dans les geôles israéliennes dans les années 90. Il est aujourd'hui basé au Qatar. Lui aussi vit à Doha et lui aussi a fait de la prison, mais aux États-Unis. Moussa Abou Marzouk est l'autre figure pressentie pour prendre la suite d'Ismail Haniyeh, d'autant qu'il est sur la même lignée que son défunt mentor. Considéré comme un modéré, il prône d'accepter les frontières de 1967 pour un futur État palestinien, une position controversée au sein du mouvement. Enfin, c'est peut-être lui le grand favori pour succéder à Ismail Haniyeh, Khaled Meshal, d'autant qu'il est un membre fondateur du bureau politique du Hamas et qu'il a déjà été à la tête de l'organisation. Il est très connu pour avoir échappé en 1997 à une tentative israélienne d'empoisonnement à Amman. À l'époque, Benyamin Netanyahou, déjà Premier ministre, est obligé de fournir l'antidote au roi Hussein de Jordanie, sous peine de rupture des relations diplomatiques. Mais l'Iran pourrait grincer des dents concernant Khaled Meshal. Il avait apporté son soutien à la révolte sunnite de 2011 contre Bachar al-Assad, allié
de Téhéran. Plus d'un millier de manifestants se sont réunis mercredi soir à Rabat et à Tunis en solidarité avec le peuple palestinien et pour dénoncer la mort du chef du Hamas, Ismail Haniyeh. France 24. Au milieu des ruines à Gaza, un portrait d'Ismail Haniyeh. Ici, dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, où il est né, les habitants sont en deuil. Il était comme un père, un éducateur vertueux, l'imam de notre mosquée, un homme bon et généreux qui se souciait de ses voisins, partageait leurs peines et leurs joies. En Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, les mouvements palestiniens ont appelé mercredi à une grève générale. Les habitants s'inquiètent de la suite. Il y aura une réponse à cet assassinat. Je pense que ce sera une réponse très forte. Il y en aura aussi une qui viendra du Liban. Plus tard dans la soirée, les factions palestiniennes y ont aussi organisé des marches de la colère. À Téhéran, où Ismail Haniyeh a été tué, des centaines d'Iraniens ont manifesté avec des drapeaux palestiniens, appelant à des représailles contre Israël et les États-Unis. Les Iraniens prennent soin de leurs invités et Ismail Haniyeh était notre invité. Ils ont fait de lui notre martyr dans notre pays. Nos forces armées répondront de manière appropriée à leurs crimes. Ailleurs dans le monde musulman, les manifestations en réaction à la mort d'Haniyeh se sont étendues au Liban, où le Hezbollah a déjà ouvert un front avec Israël au sud, en soutien au Hamas. Au Maghreb, des manifestations se sont tenues en Tunisie et au Maroc. En Asie, des Pakistanais sont descendus dans les rues par centaines. Enfin, le Premier ministre du Qatar, pays menant les pourparlers en vue de la trêve à Gaza, s'est interrogé sur la nécessité de les poursuivre en l'absence du principal négociateur côté palestinien. Pour terminer, le candidat républicain Donald Trump a accusé sa nouvelle rivale Kamala Harris d'être devenue noire pour des raisons électoralistes lors d'un échange avec des journalistes afro-américains à Chicago. France 24. Avant même de prendre la parole, sa présence sur scène faisait déjà polémique. Donald Trump, invité de l'Association américaine des journalistes noirs. Objectif clairement affiché pour le candidat républicain, chercher des soutiens au-delà de sa base électorale habituelle en vue de la présidentielle de novembre. Et pour ce faire, il n'hésite pas à accuser sa grande rivale, Kamala Harris, de se présenter comme noire par calcul politique. Je ne savais pas qu'elle était noire jusqu'à il y a quelques années, quand elle est devenue noire, et maintenant elle veut être connue comme étant noire. Je ne sais pas, elle est indienne ou noire? Kamala Harris, née d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, s'est pourtant toujours définie comme une femme noire. Elle est la première à briguer la Maison-Blanche. En déplacement au Texas, elle a très rapidement riposté. C'est toujours le même numéro usé. La division et le manque de respect. Et permettez-moi de dire que le peuple américain mérite mieux. Déjà la semaine dernière, l'ex-président avait faussement accusé sa rivale, favorable au droit à l'avortement, d'être de ce fait en faveur de l'exécution de bébés. Une campagne hostile, car face à Donald Trump, la candidature de Kamala Harris suscite l'enthousiasme dans le camp démocrate, davantage que celle de Joe Biden. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'à son terme. Restez avec nous tout de suite après le film Jumanji Next Level. Au revoir et bonne soirée sur Viva.